monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme de ce soir, toujours pas d'avancée vers la paix en Ukraine, les négociations n'ayant presque abouti sur rien alors que les belligérants se rendent coup pour coup entre déconnexion des satellites Starlink et répercussions de l'affaire Epstein. Et puis entre Téhéran et Washington, les choses sont aussi poussives. Les diplomates ont accepté de se parler aujourd'hui vendredi à Oman pour éviter une guerre ouverte et l'embrasement régional, mais la confiance n'est évidemment pas au rendez-vous. Retour en France ensuite, à quelques semaines des élections municipales, la campagne bat déjà son plein. Les 3 premières villes du pays, Paris, Lyon et Marseille, s'apprêtent à connaître une nouvelle formule pour le scrutin. Des négociations pour rien, ou presque. Mis à part un échange de prisonniers, le nouveau cycle de discussions pour la paix en Ukraine n'a débouché sur rien de concret. Si la ligne de front semble figée, l'Ukraine est toujours durement frappée dans le secteur énergétique. Explication Nicolas de Lamberterie. La fin de la guerre en Ukraine, ce n'est pas pour demain. En effet, les négociations tripartites entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, qui ont eu lieu cette semaine à Abu Dhabi, n'ont pas débouché sur grand-chose, si ce n'est un échange de prisonniers. Selon Romain Bessonnet, expert du monde post-soviétique, rien d'étonnant à cela, étant donné que les positions sont toujours irréconciliables et que les représentants russes et ukrainiens présents lors de ces échanges étaient surtout issus du monde sécuritaire. Ces négociations ont accouché d'un nouvel échange de prisonniers, 157 prisonniers, qui a dû être négocié sur les 3 dernières semaines, parce qu'une liste de prisonniers, ça ne se négocie pas comme ça. On n'a pas d'écho sur l'avancée de ces négociations. Les Américains continuent d'être confiants, comme d'habitude, ils font pas mal de wishful thinking. Et du côté russe, on est très prudent, et du côté ukrainien, on dit qu'on n'a rien cédé. Donc, on ne sait pas ce que va devenir ce processus de négociation, dont personnellement, je n'attendais pas grand-chose, étant donné que ce sont des négociations en fait au niveau technique des appareils sécuritaires ukrainiens et russes. Ce processus, il a accouché d'un cessez-le-feu énergétique de 4 jours et de cet échange de prisonniers. Mais ces négociations ne pouvaient pas trancher la question politique fondamentale qui est celle de l'échange de sécurité contre territoire promis par les Américains aux Ukrainiens et dont les Ukrainiens ne veulent pas. Par conséquent, le cessez-le-feu énergétique a d'ores et déjà pris fin, et ce sont toujours de nombreux civils ukrainiens qui souffrent durement des rigueurs de l'hiver sans électricité, sans chauffage et sans eau. Mais surtout d'un point de vue militaire, la partie ukrainienne est parvenue à faire un joli coup en obtenant d'Elon Musk la déconnexion des forces armées de la Fédération de Russie des satellites de Starlink, qui étaient utilisés par les Russes de façon plus ou moins pirate. Les analyses divergent fortement quant à l'impact que cela aura sur les forces russes, qui, en tout état de cause, ont rencontré quelques difficultés de communication ces derniers jours, en particulier sur la ligne de front, étant donné qu'une partie des troupes utilisaient Starlink. Le réseau Starlink qui était utilisé par les Russes pour notamment améliorer le guidage de leurs drones Iran de 3e génération, qui sont donc les anciens drones iraniens Shahed, mais qui vont plus vite grâce à un réacteur et qui ont un système de guidage plus précis, étaient reliés à Starlink pour permettre notamment de viser des cibles mouvantes comme des trains ou des convois routiers. Du fait des destructions opérées par ces nouveaux drones, les autorités ukrainiennes ont reçu d'Elon Musk la possibilité d'éteindre donc Starlink en Ukraine sur les terminaux qui ne sont pas approuvés par le ministère de la Défense ukrainien. Et donc effectivement, cette innovation côté russe a été sérieusement compromise. Seulement, ces drones vont pouvoir recommencer à bombarder l'Ukraine avec leur ancien système, c'est-à-dire on entre des coordonnées et puis ça ne dévie pas de sa route. Le deuxième effet en fait que ça a eu, du côté russe, on avait à peu près, d'après les blogueurs militaires, 10% des unités de l'armée russe qui étaient équipées de terminaux Starlink. Ces terminaux ne marchent plus. Ça n'a pas d'effet sensible sur les opérations. On a le même phénomène côté ukrainien où des terminaux Starlink qui n'étaient pas déployés par le ministère de la Défense ukrainien. En fait, ces terminaux donc qui ont été déployés par un appel de fonds à la population ukrainienne, ces terminaux-là, eux aussi ont été débranchés. Donc on a à peu près sur les deux côtés du front des unités qui se retrouvent privées de transmission à haut débit. Reste à voir dans quelle mesure et à quelle vitesse les Ukrainiens parviendront à reconnecter les soldats de la ligne de front qui ont été débranchés de Starlink, question sur laquelle les forces armées ukrainiennes travaillent, tandis que cette possibilité ne devrait en principe pas être possible pour les Russes.
Notons toutefois que les Iraniens étaient parvenus à déconnecter Starlink il y a quelques semaines et qu'on ne peut exclure parmi toutes les hypothèses que les Russes envisagent à un moment de travailler à une telle option. En attendant, un autre dommage, plus éloigné du champ militaire ukrainien, est impacté par la guerre russo-ukrainienne, la couverture médiatique de l'affaire Epstein. En effet, plusieurs médias occidentaux ont évoqué la possibilité d'une implication russe dans le scandale, tandis que les autorités françaises affirment que la Russie tente de déstabiliser la France en montant une opération de désinformation contre le président Macron dans le cadre de cette affaire. Et au final, dans tout cela, aucune couverture médiatique du volet ukrainien de l'affaire Epstein. La filière ukrainienne, bizarrement, n'est pas du tout mentionnée dans aucun article de la presse occidentale, alors qu'elle joue un rôle central dans l'approvisionnement de M. Epstein en jeune top modèle mineur pour ses activités auprès de ses associés. D'après les données qui ont été publiques, eh bien, il y a eu beaucoup d'Ukrainiens impliqués dans l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein déjà a utilisé 2 agences au moins de top modèle localisées à Kiev pour s'approvisionner en jeunes filles mineures. Ensuite, on a l'homme politique ukrainien Alexandre Vilko, qui est un ancien proche de Yanukovych, passé à l'administration Zelensky au début de la guerre, qui est maintenant le gouverneur du district de Krivoy Rog, dans la région de Dnipropetrovsk, qui est cité. Il y a aussi des avocats de l'ancien président Kuchma qui sont cités. Et enfin, donc, ces fameuses agences de top modèle, la plus célèbre étant la Linea 12 Models, dont la directrice Maria Maniuk, donc figure à plusieurs endroits dans les archives, et notamment comme étant celle qui était la chasseuse de tête pour M. Epstein. Un nouveau cycle de négociations Russie-Ukraine-États-Unis devrait reprendre dans les prochaines semaines, tandis que Russes et Américains auront aussi à rediscuter de leurs accords relatifs à la prolifération des armes nucléaires. Les Américains veulent d'ailleurs associer la Chine à ces discussions Russie-États-Unis. Quant au conflit ukrainien, qui dure depuis bientôt 4 ans, rien ne semble devoir empêcher le fait qu'il entre à la fin du mois dans sa 5e année. Négociations à haut risque entre les émissaires de Donald Trump et ceux de l'ayatollah Khamenei ce vendredi à Oman. L'escalade entre Washington et Téhéran peut-elle être enrayée? La région l'espère en tout cas, mais l'incertitude règne. Explication d'Édouard Chano. Les Américains n'y croient pas. Les négociations qui ont débuté ce vendredi à Oman entre Washington et Téhéran semblaient bien mal engagées. Les diplomates américains menés par Steve Witkoff et Jared Kushner ont finalement accepté de rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à la demande de 9 États arabes soucieux d'éviter une escalade régionale. Mais le cœur n'y est pas. Quelques heures avant le début des négociations avec les États-Unis, la télévision iranienne a diffusé les images d'un nouveau missile. Les Américains, de leur côté, semblent avoir rapproché leur flotte à distance de tir de l'Iran. Téhéran affirme entamer les négociations avec prudence et en toute connaissance de cause, ajoutant vouloir se défendre contre toute exigence excessive, tandis que Marco Rubio a lâché hier douter pouvoir passer un deal avec ces gars-là. Le VP, J.D. Vance, n'est pas apparu plus optimiste, laissant transparaître une vision un peu simpliste, voire caricaturale, du fonctionnement iranien. Je voudrais dire quelque chose sur les Iraniens, qui est très étrange pour moi et qui rend la diplomatie avec eux très difficile. En Iran, c'est le guide suprême qui prend les décisions. Le président n'a pas vraiment d'importance. Le ministre des Affaires étrangères semble s'adresser directement au guide suprême et c'est principalement avec lui que nous avons communiqué. Mais c'est un pays avec lequel il est très étrange de mener des négociations diplomatiques quand on ne peut même pas parler à celui qui le dirige. Cela rend les choses beaucoup plus compliquées. Ça rend la situation absurde. Trump peut appeler Poutine, Xi, et même des pays avec lesquels nous entretenons des relations très hostiles, comme la Corée du Nord. Ils se sont rencontrés au 38e parallèle. Il est bizarre de ne pas pouvoir parler directement aux dirigeants iraniens. Cela complique énormément la diplomatie.
Sur la table des négociations, le programme nucléaire iranien. Selon l'avocat Baki Manesh, représentant des Français d'Iran, Téhéran pourrait finir par céder avec un gel temporaire de 3 à 5 ans de l'enrichissement d'uranium et transférer à l'étranger son stock d'uranium déjà enrichi à 60%. Peut-être aussi accepter de limiter la portée de ses missiles balistiques et restreindre ou arrêter son soutien aux groupes militaires. Le sort de la population iranienne ne semble en réalité pas susciter de vives émotions à Washington. Et Donald Trump, qui se voulait un grand négociateur et pacificateur, semblait encore ce 5 février prendre la crise à la légère en évoquant le rôle du général Daniel Raising Kane, son chef d'état-major. Il est brutal. Demandez au Venezuela, demandez à l'Iran. Ils négocient parce qu'il y a une grosse flotte là-bas. Ils ne veulent pas qu'on les frappe. Ils ne veulent pas qu'on les frappe. Raising était là au fond de l'avion. Reste qu'un conflit ouvert ne serait dans l'intérêt de personne et sûrement pas pour les élections de mi-mandat de Donald Trump. L'Iran est économiquement exsangue, étranglé par les sanctions, tandis que les capacités américaines semblent pour l'heure, selon les récentes révélations du Wall Street Journal, insuffisantes pour contenir une riposte iranienne. Le programme balistique de Téhéran joue indéniablement son rôle dissuasif. PLM, 3 lettres pour définir une réforme. Dans les 3 premières villes de France, la règle électorale a changé. Explication d'Olivier Frère-Jacques. On change la règle du jeu. La réforme électorale dite PLM pour Paris, Lyon, Marseille, promulguée le 11 août 2025, refond le mode de scrutin municipal dans les 3 premières villes du pays. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale après une proposition de loi portée par les députés centristes Sylvain Maillard de chez Renaissance et Jean-Paul Mattei du MoDem. LFI et le RN l'ont appuyé pour sa capacité à réduire la dépendance aux implantations locales, favorisant donc potentiellement des listes nationales. Le texte a été voté en première lecture au printemps 2025, puis définitivement le 10 juillet, malgré le rejet du Sénat. Les détracteurs du texte à la Chambre haute ont dénoncé un casse-tête organisationnel. L'historien du droit Guillaume Bernard nous explique ce changement et cette rupture avec un statut particulier qui avait cours depuis plus d'un demi-siècle. Ces 3 grandes villes ont un statut effectivement particulier depuis à la fois une loi de 75 pour Paris et puis 82 pour le mode de scrutin. L'idée a été d'un côté de rapprocher le mode électoral de ces 3 grandes villes des autres communes pour qu'il puisse y avoir une élection par un conseil municipal élu directement par les électeurs du maire, puisque jusqu'à présent il y avait 2 niveaux quelque peu étanches entre les deux, les mairies de secteur ou d'arrondissement et puis ensuite le conseil municipal. Donc là, désormais, on aura d'un côté un rapprochement du mode de scrutin dans les autres villes, et puis d'un autre côté, éviter qu'il y ait trop de distorsions entre les élections dans les secteurs et puis ou les arrondissements, et de l'autre côté la direction générale de la ville. Cela étant dit, ça va compliquer les choses dans la mesure où les électeurs vont devoir au minimum 2 fois, et même à Lyon 3 fois à cause de la métropole, voter, c'est-à-dire qu'à chaque tour, il faudra glisser un bulletin dans 2 urnes différentes pour pouvoir se prononcer sur les élections de secteur et de l'autre côté sur l'élection au conseil municipal global de la ville. Un système plus direct qui instaure donc des scrutins séparés pour les conseils d'arrondissement ou secteur et pour le conseil municipal, avec une prime majoritaire abaissée à 25% au lieu de 50%, le reste des sièges étant répartis à la proportionnelle. L'objectif affiché est de faciliter l'accès à la compétition pour des partis moins implantés localement, en rendant le scrutin plus direct et moins dépendant des bastions territoriaux. Politiquement, elle pourrait encourager des coalitions ou des majorités relatives. Ce changement électoral va-t-il bouleverser les élections dans ces 3 villes ? Pour Guillaume Bernard, le changement devrait plutôt profiter à un rééquilibrage. C'est très difficile de le savoir, eu égard au fait que les dernières municipales ont lieu en 2020, juste avant le confinement du Covid, pour ce qui concerne le premier tour. Et donc, c'est compliqué de savoir est-ce qu'il va y avoir continuité dans les votes. A priori, on ne devrait pas avoir un bouleversement de l'orientation idéologique de ces villes, eu égard en particulier à leur population. Mais en revanche, on peut quand même envisager qu'il y ait une transformation des rapports de force au sein
je dirais, de ceux qui dirigent, c'est-à-dire que il y ait plutôt un recentrage pour ce qui est de Paris avec un affaiblissement, je dirais, de la gauche, et en revanche, à Marseille, peut-être une droitisation. On le sait bien d'ailleurs, pendant des années, la droite avec Jean-Claude Gaudin était majoritaire en termes de suffrage, mais était minoritaire face à Gaston Defferre qui, grâce à la sectorisation, eh bien, réussissait à obtenir l'élection à la mairie centrale. Le changement pourrait se faire au cas par cas. À Paris, la gauche semble bien partie, unie, sans LFI, tandis que Rachida Dati semble distancée, empêtrée dans ses affaires et condamnée à faire cavalier seule puisqu'elle a rejeté toute alliance possible avec Sarah Knafo, qui réalise une campagne très active et peut très raisonnablement dépasser les 5%. À Marseille, la gauche semble aussi en avance et la droite et le centre avec Martine Vassal est mal embarqué avec là encore de vilaines affaires pour la candidate et une concurrence redoutable du RN et Franck Alizio qui peut rêver de l'hôtel de ville. La candidate LR a pris ses distances avec lui sur demande de ses soutiens centristes. Reste Lyon, où l'union de la droite et du centre devrait l'emporter. Jean-Michel Aulas, ancien patron de l'Olympique lyonnais, candidat indépendant mais soutenu par la droite et le centre, devrait remplacer le maire écologiste Grégory Doucet, qui traîne un bilan calamiteux et qui peine à faire jeu égal dans la campagne avec une personnalité certes hautement démagogique, mais également très charismatique. Et à présent, nous passons à l'actualité en bref en France. La pression monte sur Jack Lang, grand ami de Jeffrey Epstein. Le président de l'Institut du monde arabe a été convoqué jeudi soir au ministère des Affaires étrangères à la demande conjointe de l'Élysée de Matignon pour s'expliquer sur ses liens avec le pédocriminel. L'ancien ministre socialiste assure n'avoir jamais eu connaissance des crimes sexuels du financier en dépit de 15 ans d'amitié. Le nom de sa fille, Caroline Lang, figure à 673 reprises dans les statuts d'un fonds offshore créé par Epstein en 2016 et doté de 1,4 million d'euros. Elle a finalement démissionné lundi de son poste syndical et défendu sur BFM TV une ignorance totale des méfaits. Elle a déclaré ne pas savoir non plus que le criminel lui avait légué 5 millions de dollars en 2019 et ne l'avoir appris que dimanche dernier. Elle affirme que Epstein voyait qu'elle était une mère seule avec 2 enfants et avait voulu être généreux. Rappelons qu'elle était copropriétaire avec Jeffrey Epstein de la société Brittany LLC, domiciliée dans les îles Vierges américaines, ce qu'elle n'avait pas déclaré au fisc. Ça déménage dans les médias publics. Jeudi, Radio France a annoncé le limogeage d'Adèle Van Rett, directrice de la radio France Inter. La station perdait de l'audience. En septembre dernier, elle avait perdu près de 500 000 auditeurs par rapport à l'année précédente. À partir de mars prochain, Céline Pigalle doit prendre la tête de France Inter. L'actuelle directrice générale de France Bleu a passé plusieurs années dans le privé, notamment à iTélé, devenue CNews, où elle s'est illustrée en licenciant Éric Zemmour, et à BFM TV. Pendant la crise sanitaire, elle livrait sa conception du journalisme. Pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ça serait fragiliser un consensus social. Enfin, voyez. Emmanuel Macron proclame son amour de l'école. Jeudi, le président s'est prononcé pour une réforme des rythmes scolaires. Les collégiens et lycéens devraient commencer leur journée plus tard et les finir plus tôt. L'idée est de donner aux élèves des journées moins chargées pour un apprentissage efficace et de garder du temps pour des activités sportives et culturelles. La question est de savoir quand et comment une telle mesure sera mise en place. C'est pas à moi de le définir, mais on voit bien ce que plusieurs pays voisins ont. Et donc, c'est des journées qui sont moins chargées parce qu'on apprend mieux. Et la contrepartie, c'est sans doute d'avoir des vacances plus courtes. Emmanuel Macron présente sa copie un peu tard. De plus, son idée est opposée aux mesures prises pendant ses 2 mandats. Sous l'impulsion du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, la Macronie a permis le retour massif à la semaine de 4 jours, en dérogeant au cadre national des 9 demi-journées, laissant les municipalités se débrouiller. Le gouvernement appelle à faire des enfants, mais plus tard. Jeudi, le ministre de la Santé Stéphanie Rist a présenté le plan contre l'infertilité. À partir de l'été, un courrier doit être envoyé à tous les Français lors de leurs 29 ans pour les sensibiliser sur les questions liées à la fertilité et notamment à la conservation des gamètes. Une idée surprenante visant à ramener la maternité à plus tard, selon des méthodes plus compliquées et plus risquées. Rappelons que le taux de succès d'une fécondation in vitro ne dépasse pas les 18%. Et poursuivons avec l'actualité internationale.
Trump, toujours un peu mégalo. Après les navires de guerre à son nom, les médicaments, Donald Trump a annoncé jeudi soir le lancement de TrumpRx.gov, un site destiné à réduire drastiquement le prix des médicaments aux États-Unis. Le portail promet des baisses allant jusqu'à plus de 80% sur des dizaines de traitements couramment prescrits. Un accord a été conclu avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques pour rendre ces rabais possibles. Le président a dénoncé les tarifs américains les plus élevés du monde, accusant les consommateurs d'avoir longtemps subventionné les autres pays. En réalité, le site délivre des bons de réduction à présenter en pharmacie et non des achats directs en ligne. Exemple phare, l'antidiabétique Ozempic passe de 1000 à 199 $, soit 168 €. L'initiative survient alors que les républicains redoutent l'impact du coût de la vie sur les élections de mi-mandat de novembre 2026. Un Kosovar albanais arrêté pour crime de guerre en Serbie. Les autorités serbes ont interpellé le 5 février 2026 un homme de 46 ans au poste frontière de Batrovici. Ancien membre présumé de l'UÇK, il est accusé d'avoir participé à des attaques contre des forces serbes en 98 et 99, dont un enlèvement et un massacre de policiers. Arrêté par l'unité spécialisée dans les crimes de guerre, il est en garde à vue 48 heures avant sa présentation au parquet. Belgrade poursuit toujours d'anciens combattants de la guérilla albanaise, 27 ans après le conflit et les frappes de l'OTAN l'ayant visé. Rappelons que la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo, tout comme la Russie, la Chine, 5 pays de l'UE et l'Union européenne elle-même. La situation y est encore tendue aujourd'hui pour la minorité serbe, menacée de nettoyage ethnique. Les pays d'Amérique centrale coopèrent face au crime organisé. Lundi, la présidente élue du Costa Rica, Laura Fernandez, a annoncé qu'elle comptait sur son homologue salvadorien Nayib Bukele pour mener à bien sa stratégie de lutte contre le narcotrafic. Alors que le Salvador a une longue réputation de pays criminogène, le président Nayib Bukele est aujourd'hui applaudi en Amérique latine pour sa guerre contre les gangs. Récemment, Nayib Bukele a également fait parler de lui en proposant un plan contre la corruption lors d'une réunion avec ses ministres. Je lui demande solennellement d'enquêter sur chaque personne présente ici. J'imagine que ça ne devrait poser aucun problème. Un plan comme celui-ci en France demanderait beaucoup de travail. JO d'hiver 2026, c'est parti. Ce vendredi, Milan Cortina donnera officiellement à 20h le coup d'envoi des 25e Jeux Olympiques d'hiver. Sous un ciel clair des Dolomites et dans l'effervescence du stade Giuseppe Meazza à Milan, la flamme olympique sera allumée lors d'une cérémonie qui se voudra spectaculaire et mêlant tradition et modernité. Près de 2900 athlètes de plus de 90 nations s'affronteront jusqu'au 22 février. Les épreuves phares de ski alpin, patinage artistique, hockey sur glace et biathlon promettent des moments historiques. Il faudra suivre les athlètes français Lou Jean Monod en biathlon et Clément Monet en slalom. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Au programme de votre fin de semaine, vous pouvez déjà retrouver le plus d'éléments avec un débat sur la réforme de l'État. Et il y a du boulot. Pour le samedi politique, demain, je reçois Guilain Benessa pour plonger au cœur de la création européenne, un outil décrit par l'auteur comme un plan diabolique conçu au service des Américains. Dimanche, vous pourrez retrouver un nouveau numéro des Conversations de Paul-Marie Couteau avec l'essayiste Hervé Juvin. Il revient sur la grande bascule du monde. Et puis dans Terre de Mission, Jean-Pierre Maugendre évoque les nouveaux sacres de nouveaux évêques pour la fraternité Saint-Pidis. Lundi, dès 7h du matin, vous découvrirez un nouveau Zoom avec Éric Fauquet, ancien professeur des universités. Il propose un décryptage des discours de Donald Trump. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi. Bonne soirée.